Mesdames, Messieurs, bonsoir. Souvent, la médecine conventionnelle, elle a ses limites. Il faut alors mener une bataille contre la maladie, activer ses défenses, faire front, finalement. La métaphore guerrière est souvent utilisée dès lors qu'il est question de lutter contre une maladie. Ce combat, il peut se mener de différentes façons. Et on en parle dans l'édition de ce soir. On parle de leur combat contre la maladie. Et nous avons quand même un panel assez riche pour en parler. Et puis, il y a vous sur la toile. Vous tapez tout simplement sur votre moteur de recherche, vous tapez tout simplement Intime Conviction. Vous défilez sur la page et vous pourrez poster votre commentaire sous la publication qui a déjà été faite en rapport avec le thème de ce soir. Et sur ce plateau, avec nous pour en parler, donc, je l'annonçais tantôt, il y a un plateau assez riche. Je vais commencer déjà par dire merci au docteur Yoyo Ngongan Zons, qui est là avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis quelque part obligé. Merci quand même de prendre de votre temps Je t'en prie, Aline. Pour pouvoir nous édifier. C'est un plaisir d'être là en tout cas. Voilà. Et puis il y a, je vais débuter par la jeune dame qui nous a contactés à travers la messagerie de l'émission, comme je le dis souvent, c'est assez facile. Hein. Vous tapez tout simplement Intime Conviction et puis vous nous laissez un message. Donc c'est ce que la jeune Morel a fait, d'où le plateau de ce soir d'ailleurs. Morel, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous sur ce plateau ce soir. merci, Marie. Merci à toi de m'avoir permis d'être présente. Alors, vous parlez elle a une toute petite voix à laquelle elle va pouvoir donner un peu de tonus pour qu'on puisse, t'écouter aisément. Sans souci. Voilà. Alors, et puis, juste à côté du docteur Ngongan, on a Josette Ngwechu, qui elle aussi a accepté notre invitation ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir ma chérie. Vous n'avez pas hésité à être là ce soir lorsqu'on vous a contacté. Merci. Je suis très contente comme vous m'avez invité. Voilà. Et puis, juste en face de vous, elle nous arrive, tenez-vous tranquille, elle nous arrive de Obala. Elle aussi, elle nous a contactés à travers notre messagerie privée. Et elle m'a dit, Madame Aline, je viens spécialement pour vous. Il faudrait que je partage mon histoire avec les téléspectateurs ce soir. Elle, c'est Mayrama Amidou. Bonsoir. Bonsoir, Madame Aline. Finalement, bienvenue d'être bienvenue parmi nous ce soir. Je sais que ça ne va pas être facile de rendre la vôtre d'histoire ce soir, mais vous aurez le courage d'en parler avec nous. Voilà. Et puis, de l'autre côté, un autre plateau, un deuxième plateau, de l'autre côté là-bas, Jean-Luc Kanaga, qui est l'autre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes juriste. Hein? On fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis juste à côté, il y a la sœur de Morel, la grande sœur de la jeune Morel. Je rappelle que Morel, elle a 18 ans. Donc elle a sa sœur qui l'accompagne ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Dr. Alice. Et votre prénom? Mélissa. Mélissa se présente pour vous, chers téléspectateurs, ce soir. Voilà donc le décor qui est planté. Donc juste derrière la transition, on débute. Donc, comme je l'annonçais tantôt, on va débuter avec vous. Morel, ça va aller? Oui, maman. Alors, vous êtes dans quelle classe? Je suis en classe de première à espagnol. En classe de première à espagnol. C'est-à-dire que vous avez eu votre BPC il y a combien de temps déjà? 2 ans. À 2 ans. Vous êtes brave avec ça. Alors, vous souffrez d'insuffisance rénale depuis que vous avez l'âge de 8 ans.
Depuis que vous avez l'âge de 8 ans. Et vous avez fait votre première dialyse à quel âge? Toujours à 8 ans. À 8 ans. Oui, c'est à 8 ans quand on a su que j'avais l'insuffisance rénale, j'ai directement commencé les dialyses. Et votre maladie a commencé comment? Comment est-ce qu'elle a débuté? Bon, c'est venu un peu avec des légers symptômes. C'est venu puisque d'où je viens, dans une localité vers Kribi, la maladie n'était pas très développée. On ne savait pas, on ne pouvait pas imaginer ce que c'est que l'insuffisance rénale. Déjà de là-bas, quand je vivais, j'avais des petits changements. Je me réveillais le matin avec des yeux qui enflaient et puis qui disparaissaient. Oui, allez-y, qui disparaissait? Qui disparaissaient au bout de 9 heures. Quand je gonflais au bout de 9 oui, heures. au bout de 9 heures. D'accord. On ne pouvait pas toujours imaginer jusqu'à là que je pouvais avoir une telle maladie. Ça a empiré. Je me souviens, c'était une nuit. Je dormais avec mes soeurs. Maman avait voyagé. Je me suis réveillée brusquement. Je ne parvenais pas à respirer. Je toussais. Lorsque je me couche, je ne respire pas. C'est là que ma soeur, qui est là, va informer le papa que ça ne va pas. Je ne parviens pas à respirer. Et puis, on m'a amené aussitôt à l'hôpital central de là-bas. Jusqu'à là, on ne parvenait toujours pas Oui, allez-y. à trouver que je souffrais d'insuffisance rénale. Donald. Le papa lui-même, Oui. il me grondait à l'hôpital qu'on te demande juste de uriner pour faire l'examen parce que là-bas je ne urinais plus. On ne pouvait pas imaginer, il me grondait que on te demande juste un peu d'urine mais toi tu ne parviens pas à uriner. J'ai fait quelques jours à l'hôpital. On me donnait certains médicaments jusqu'à là ça n'allait pas. Après j'ai chuté une nuit, je suis entrée dans le coma. C'est là qu'on m'a évacuée d'urgence à l'hôpital général de Douala où actuellement je fais mes dialyses. D'accord. Et la première dialyse, ça se passe comment? Je ne peux pas exactement savoir comment s'est passée la première dialyse puisque j'ai fait pratiquement deux mois dans le coma. D'accord. Alors, vous faites des dialyses combien de fois par semaine? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et vous, ça fait depuis que vous avez l'âge de 8 ans, vous avez quel âge aujourd'hui? 19 ans. 19 ans, donc ça fait pratiquement 11 ans. 11 ans. D'accord. Alors, moi, je vais poser la question à une autre dame, à Josette, qui souffre, elle aussi, d'insuffisance rénale. Ça fait combien de temps, vous? Ça fait 11 ans. 11 ans? Oui, 11 ans. Oui. Que vous vivez avec... L'insuffisance rénale. Et comment vous vivez avec cette maladie? Vous? C'est une maladie qu'on accepte déjà que c'est une maladie comme toutes les autres. Oui, non, je parle de vous, Josette. Comment est-ce que... Je vis avec ça comme ça. Je me débrouille aussi comme ça. Ça sort comme ça sort. Je ne sais pas comment je vis. Mais c'est beaucoup de gens qui merdent comme ça. Mais vous, par contre, ça fait... vous avez dû déménager, vivre à côté de l'hôpital pour que ce soit facile. Oui. Puisque je vivais avec l'une de mes soeurs, bon, elle a dit qu'elle ne pouvait plus. Je ne pouvais pas supporter aussi. J'ai préféré aller louer une chambre de 15 000 pour habiter. Et c'est votre fils qui... C'est mon fils qui s'en charge de ça. Et c'est toutes les semaines, 2 fois par semaine? Je dialyse 2 fois par semaine. Et ça fait combien de... Ça veut dire que ça fait 11 ans que vous n'urinez pas? Ça fait 11 ans que je n'urine pas. Ça veut dire que le sang n'a plus de voie avec l'eau. Cela s'est mélangé avec l'eau. Donc c'est la dialyse qui filtre alors nos urines. C'est comme ça. Et quand vous allez à l'hôpital, vous passez combien de temps? On fait 4 heures pour finir la dialyse. Et est-ce que ça fait mal Ça ne fait pas mal, mais parfois ça donne les crampes. Parfois ça donne les crampes, les malaises. Donc tu vomis aussi. Et tu te sens un genre là. Parfois quand tu es venu avec beaucoup d'eau, si tu viens avec beaucoup d'eau, donc comme on demande 4 kilos, si tu viens avec plus de 4 kilos, tu auras les malaises sur la machine. On vous demande 4 kilos de quoi? De boire l'eau. Donc, dans la petite bouteille là, comme ça, là, ça veut dire on va boire comme ça 4
pendant 3 jours. Quelle petite bouteille Des 1000 litres d'eau? Oui. Vous devez boire des 1000 litres d'eau chaque jour? Oui. Ou bien la moitié de... Des 1000 litres chaque jour. Des 1000 litres d'eau chaque jour? Oui. Et si vous buvez déjà le matin, c'est fini. Si tu exagères, tant pis pour toi. Vous voyez les gens qui ont le gros ventre, les pieds enflés. C'est parce qu'ils boivent aussi beaucoup d'eau. Et ils ne contrôlent pas leur régime. Et c'est pour cela. Bah, on a aussi Jean-Luc. Vous, ça fait plus longtemps encore, Jean-Luc. Combien d'années? Oui, environ 17 ans. 17 ans. Que vous n'avez plus jamais su ce que c'est qu'uriner? Ça a cessé progressivement. Mais quelques temps quand même après le début de la première dialyse. Environ 5 mois après. Donc ça fait quand même longtemps. Vous urinez par contre? Non. Non, je n'urine pas. On enlève, comme elle disait, l'excédent d'eau ou bien les urines. Ce qui devrait être les urines pendant la dialyse. Et c'est à ce moment qu'on enlève aussi les déchets qui devraient être éliminés normalement par les reins. Donc la dialyse, c'est comme ça. C'est juste une façon de nous maintenir en vie. Ce n'est pas vraiment un traitement. Ah, donc c'est une maladie pour laquelle on nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement. Disons qu'on parle de greffe et de transplantation. Bon, chez nous encore, ce n'est pas aussi accessible que ça. Mais on en fait dans le monde. Et ce ne garantit pas vraiment... Bon, mais c'est mieux quand même que d'être en dialyse tout le temps. Parce que la dialyse a d'énormes contraintes. Laquelle? Il y a d'abord la consommation d'eau. C'est très limité, très strict. Vous voyez, si vous dépassez une certaine quantité entre 2 dialyses... Mais vous avez demandé de l'eau quand vous êtes arrivé? Non, c'était juste pour... Je calcule. Ah, vous avez juste... Ah, c'est sa bouteille d'eau? Oui. Vous avez bu juste... Ah, à peine 10 centilitres, oui. 2 cuillères d'eau par là? Oui. C'est pour faire attention d'ici la prochaine dialyse. Ah, d'accord. Parce que là, ça vous noie de l'intérieur. Un excédent d'eau, ça vous noie de l'intérieur. Vous, parfois, n'avez pas le temps d'arriver à l'hôpital pour qu'on fasse une dialyse d'urgence. C'est un gros risque. Et quand ça arrive, ça apporte encore d'autres complications. Qu'est-ce que cela a changé au-delà de cela dans votre vie? Ah, beaucoup. Puisqu'il y a 17 ans, j'ai terminé encore mes études. Vous voyez qu'on entre dans la vie, on croit entrer dans la vie et on entre en dépendant de la famille. Mais vous avez l'air robuste par rapport aux dames, par contre. Ah, Josette, il a l'air robuste. Pourquoi vous avez l'air différent? Vous faites la dialyse 3 fois, par contre? Oui, depuis un temps. Ah! Depuis un temps. Et c'est toujours... Donc il est privilégié en fait. Non. Oui, c'est ce que Josette nous dit, Josette, par contre. Oui. C'est pas un privilège, vraiment. En réalité, on devrait dialyser normalement 3 fois par semaine. Non, oui, mais est-ce que Josette va expliquer? Josette, expliquez. Allez-y, je préfère que vous expliquiez. Nous faisons la dialyse comment? 2 fois parce que nous n'avons pas de moyens. Et c'est 500 000. Les gens qui font 3 fois, c'est parce qu'ils ont des moyens. Ils payent la 3e dialyse. À 25 000 Oui. Là, celui-là peut manger de n'importe quoi, boire n'importe comment, comme il veut, parce qu'il va faire 2 jours, aller retirer. Il fait 2 jours pas dialyser, sans problème. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. En réalité, c'est une indication médicale. La 3e dialyse, elle a combien? 25 000. Attendez qu'ils nous disent. Elle me revient environ à 30 000 francs. Voilà. Donc 5 000 fois 2, plus 30 000 francs. Oui. Bah, c'est pas tout le monde qui peut se permettre, par contre. Non. Et ce n'est pas donc un privilège. Parce que ce sont des contraintes financières. Ce n'est pas comme si c'était acquis à dépenser 70 000 francs par semaine juste pour rester en vie. Et on a des charges et ça ne dépend pas toujours de nous. Parfois, il faut tendre la main. Parfois, il faut bousculer plus qu'il n'en faut. Et en tant qu'handicapé, je dois préciser que c'est surtout une indication médicale à l'heure actuelle. Ce n'est pas que j'ai les moyens
je vais me permettre 3 fois dialyse dans un centre public. Non. Si vous avez vraiment des moyens, votre 3e dialyse, en temps normal, maintenant au Cameroun, vous la procurez dans un centre privé à 75 000 francs. Mais comme je suis passé par un corona il y a 2 ans, j'ai eu d'autres complications, la pleurésie, quelques problèmes au niveau du cœur, le phosphore aussi. Donc, les médicaments que j'ai accumulés ont ajouté beaucoup plus de déchets lors de ces traitements. Et les médecins ont estimé que je dois me débrouiller pour faire 3 dialyses par semaine afin de pouvoir réguler un peu le truc. Sinon, je pouvais tenir encore à 2 séances et ne pas être obligé de dépenser autant. D'accord, parce que tout à l'heure, on va en parler. Morel, on nous a fait savoir qu'il y a, au-delà de la dialyse, il faut se faire transfuser tout le temps. Oui. Chaque mois. Oui, chaque mois. Vous faites combien de poches de sang par mois, en moyenne, vous? Bon, je peux pratiquement, chaque mois, je dois mettre au minimum une poche de sang. Vous mettez en moyenne combien de poches de sang? Chaque mois. Combien? Chaque mois, je mets combien de poches? Environ 2 poches. D'accord. C'est 2 poches. Elle a l'air un peu intimidée, par contre. Elle est tout comme ça. C'est environ 2 poches. C'est 2 poches de sang. Oui. Et c'est combien la poche? Il faut que Josette parle aussi. Dis-nous, Josette. La poche maintenant revient à 30 000. Fois 2? Oui, avant, quand moi je venais d'entrer à la dialyse, la poche était à 20 000. Maintenant, ils ont augmenté parce qu'on paye maintenant les données à 10 000. C'est pour cela que ça revient à 30 000. Fois 2? Fois 2, ça fait 60 000. Vous mettez combien par mois? Moi, je pique le recommand. C'est-à-dire? J'ai l'injection pour le sang que je pique. C'est ça qui produit le sang dans mon corps. C'est combien? Je paye ça à 13 000, 4 000 unités. 13 000 toutes les semaines. D'accord. Chaque lundi. 13 000. 13 000. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Jean-Luc? Je prends encore les poches de sang. Vous? Oui. Vous faites quoi? Les poches. Ah, les poches, en moyenne, combien vous? Environ 2 par mois. 2 poches aussi par mois. Ah, d'accord. Et ajouté à ça, Morel, il y a les médicaments, environ combien? Bon, mes médicaments, je peux dire, c'est 4 médicaments que je prends. En moyenne de combien par mois? En moyenne de... Ça coûte combien, Mélissa, ces médicaments par mois? Les médicaments par mois, ça 100 000, ça varie entre 100 000 et 150 000. D'accord. Alors, on va donner la parole déjà d'abord au docteur Ngongan. On parle beaucoup de cancer, on parle beaucoup de sida, mais après, peut-être c'est une impression, mais pas beaucoup d'accent sur est-ce que c'est une maladie incurable, l'insuffisance rénale? Bon, c'est vrai que vous pensez qu'on n'en parle pas beaucoup. Si on en parle beaucoup, mais peut-être les moyens mis en œuvre pour lutter contre justement sont assez modestes. Pour accompagner les malades. Pour accompagner les malades sont assez modestes. Peut-être parce que le coût en lui-même, du point de vue dans le contexte hospitalier, il est très élevé. Et plus il y a autant de malades, moins on peut réussir à les prendre en charge avec notre contexte. Donc on n'a pas d'assurance de couverture sanitaire réelle pour se permettre de prendre en charge tous les différents malades au niveau de la dialyse. Donc c'est pour ça que vous allez voir à certains moments, on est obligé quand je dis on, je parle de système hospitalier, d'accord? Voilà. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est moi et c'est pas moi. Donc le système hospitalier, pour pallier à certains manques, de réduire le nombre de dialyses chez les personnes. Ok? C'est pas fait pour les détruire uniquement, comme on peut le dire. Non. C'est parce qu'en fait, si vous êtes là, il y en a 4. Et si vous avez un centre qui... Bon, disons 3. Oui, 3. On va écouter l'histoire de Amidou tout à l'heure. Donc, si vous avez un centre qui n'a pas une capacité forte pour les prendre tous les 3, parce que c'est pratiquement toutes les semaines, vous voyez qu'on va devoir réduire
pour permettre au nombre de personnes de dire, OK, au lieu de prendre deux séances, d'avoir 2 séances par personne, vous ne prendrez qu'une et vous allez mettre un accent sur votre alimentation. Voilà, dites-nous par contre, qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale? Bon, généralement, ça vient, les causes les plus fréquentes, le diabète, l'hypertension. En fait, quand il y a dégénérescence au niveau du rein, le rein n'arrive plus à bien régler ou alors à Le diabète, l'hypertension. Oui, ce sont les causes majeures. Et ça commence généralement de manière banale. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi les tisanes Bon, disons que les tisanes, je n'ai pas fait d'études particulières sur les tisanes, mais nous savons bien qu'il y a des aliments. Parce que quand vous parlez de tisane, on peut considérer la tisane comme un aliment. Aliment parce que c'est consommable. Il y a des aliments qui sont très riches, par exemple, en certaines matières qui dégradent le foie et qui a un impact direct sur les reins. Parce que le rein, c'est un filtre d'environ 1/5 du sang que pompe le cœur. Donc si le 1/5 ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il y aura un problème. Et à ce moment-là, progressivement, c'est pour cette raison que l'un des principaux symptômes, c'est la fatigue, l'épuisement. C'est pour ça que si vous voulez poser la question... C'est ce que Josette a dit. Ah voilà, donc c'est le principal, c'est généralement par là que ça commence, l'épuisement, on commence à se fatiguer progressivement et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc, et puisqu'on n'a pas le plateau technique immédiat en dehors de la créatinine, c'est un examen qu'on fait généralement pour voir si le rein est bon, on peut faire d'autres examens pour essayer de regarder, mais avant qu'on arrive là, le taux peut encore être bon, mais pourtant il y a un dommage au niveau du rein. Et on ne se rend pas compte. C'est pour ça que vous allez voir chez elle. Elle avait 8 ans, on n'a pas pensé à ça parce qu'on a dit qu'elle a 8 ans. Donc on a essayé de regarder ailleurs, sauf où il fallait. Mais je crois que de nos jours maintenant, la médecine est si évoluée que même quand vous arrivez avec un nouveau-né, on fouille jusqu'à là-bas. On se dit, on ne sait jamais. Peut-être il pourrait avoir un défaut comme celui-là. Oui. Alors, est-ce que Paema, vous allez savoir qui c'est Paema, va zoomer un peu sur la main de Jean-Luc là-bas, Emmanuel, l'un de nos caméramans, pour qu'on puisse voir. Et puis, je ne sais pas comment ça va se faire pour... à quel moment, vous, qu'est-ce que vous avez à la main, rapidement, parce qu'on va prendre... On va la prendre à Mayrama. Qu'est-ce que vous avez à la main? Je vois des boules. Oui, là, c'est la fistule qui est recommandée à tous les dialysés. En dehors de ça, il y a les cathéters qui permettent c'est comme une sorte de Par canal. contre, Morel, elle est très... Mais qu'est-ce qui t'arrive, Morel, ce soir? Elle est pourtant très vaillante. C'est grâce à elle que le plateau de ce soir a pu se faire. Mais je la trouve trop intimidée. Mais pourquoi c'est plus gonflé chez lui? Est-ce que Emmanuel, on va pouvoir voir lui sa main? Disons que c'est une anatomie personnelle. Oui. Ça évolue différemment selon les organismes. Mais on nous demande de faire des fistules artério-veineuses. Qu'est-ce que c'est qui est gonflé dedans, là? C'est quoi? Non, c'est pas gonflé dedans. En réalité, c'est le nombre de piqûres qui fait grandir ça. Oui, au fil des années, qui finit par... L'endroit essaie de s'adapter et parfois ça évolue comme ça. Et il paraît que vaut mieux que ce soit comme ça. Ah, d'accord. On va revenir dessus, on va revenir à ce qui est, enfin, à la prise en charge, au coût et tout ça. Il faudrait qu'on écoute aussi Mayrama, c'est toute une histoire. On vous a dit ce soir, c'est leur combat contre la maladie. Et il y a Mayrama, elle nous arrive de... Alors, je vais lui donner ton micro par contre, Morel. Mayrama qui arrive de Obala. Hein. Elle a laissé ses 3 enfants pour être là avec nous ce soir. Elle est à bout. Ça fait depuis 2020 qu'à l'hôpital, on a détecté une tumeur cancéreuse. Et plus rien. Elle est là. C'est parce qu'elle commence à avoir mal. Elle a décidé de venir de nous contacter ce soir pour savoir ce qui se passe. Elle nous dit qu'elle se sent partir. Mayrama, c'est depuis le 20. Quelle est votre histoire? Je souffre d'une boule dans le sein gauche depuis 2020.
Et depuis 2020, on m'a diagnostiqué la maladie. J'ai pas suivi un traitement depuis 2020 jusqu'à ce jour. Et là maintenant, je commence à ressentir vraiment la maladie en moi. Je ressens ma main gauche qui s'affaiblit vu que la boule se trouve dans le sein gauche. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital en 2020 quand vous avez commencé à consulter? En 2020, quand j'allaitais ma petite fille, c'est là où la maladie a commencé. Mon bébé, elle avait 6 mois. Je suis allée, j'ai rencontré le gynécologue. Le gynécologue il a tâté le sein, il a dit bon, il n'y a rien dans le sein, c'est pas quelque chose de grave. Il ne m'a rien prescrit comme examen, il m'a juste prescrit quelques produits. J'ai pris des produits, bien après, je n'avais plus de démangeaisons ni de douleurs. Bien après 2 mois, les démangeaisons ont recommencé. C'est là où j'ai décidé de sévrer l'enfant. C'est maintenant quand je sève mon bébé que la boule apparaît dans le sein. C'est là où je repars à l'hôpital. Le gynécologue m'envoie faire une échographie mammaire. Je pars faire l'échographie mammaire. Quand je ramène le résultat, on me dit qu'il n'y a rien. C'est pas quelque chose de grave, c'est juste une hypertrophie glandulaire du sein gauche qui n'a ni kyste ni nodule. Oui. C'est bien après. J'avais toujours des douleurs. On m'a juste prescrit quelques produits. J'avais toujours les douleurs persistaient. C'est là où, quand je repars, on m'envoie faire une mammographie. C'est quand je repars faire la mammographie, je ramène le résultat. Là, j'avais déjà changé d'hôpital. J'étais chez une autre gynécologue. C'est là où on détecte la maladie. Il vous dit, qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit c'est un carcinome. Un carcinome, le docteur va nous expliquer. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous soigner? On vous a dit qu'il devait être enlevé. Et oui, on m'a dit qu'on devait enlever. Mais pourquoi vous ne l'avez pas enlevé? Bon, je n'avais pas enlevé vu que je n'avais pas de moyens et beaucoup de gens m'ont découragé. Non, il ne faut pas enlever la boule, il faut prendre les remèdes chez les naturopathes, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et je n'avais pas assez de moyens. Je voulais vraiment enlever cette boule, mais je n'avais pas de moyens. Vu que la somme qu'on me demandait, je n'avais pas cette somme. C'était combien? On me demandait 250 000 pour extraire juste la boule. Ça, c'était en 2020? En 2020. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Là, maintenant, je suis sur le plateau parce que je sens comment la maladie avance sur moi. Vu que j'ai des symptômes, j'ai plusieurs symptômes, je ne me sens pas bien. Pour dire vrai, j'ai beaucoup de symptômes, mon bras gauche qui s'affaiblit, mon pied aussi. Alors, c'est le sein gauche qui est concerné? Oui, c'est le sein gauche qui est concerné. Vous avez expliqué que le sein droit aussi vous fait mal. Donc, je ne sais donc pas si c'est le stress ou... non, présentez les faits. Est-ce que vous avez mal au sein droit? J'ai mal au sein droit, mais je ne sais vraiment pas si c'est une forme de... Parce que vu qu'on dit qu'avec négligence, la maladie avance, je ne sais pas si la maladie est avancée. C'est pourquoi je ressens la douleur au niveau du sein gauche ou c'est parce que je suis stressée que je ressens cette douleur. Je ne sais vraiment pas. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Je suis couturière. Et qu'est-ce que vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Je suis mariée, maman de 3 petits-enfants, dont l'âge varie entre 6 et 4 ans. Et c'est moi, je m'occupe de ces enfants, je m'occupe de ma maladie, l'école des enfants, la pension et tout. Vu que je vis avec mon mari, je ne sais pas, il ne s'occupe pas de moi, il ne sait pas si je suis malade ou pas. C'est là pourquoi je viens vers vous pour solliciter une aide. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Les métastases, parce que j'entends parler de ça. J'entends parler de ça. Vous avez peur de laisser vos enfants? J'ai peur pour mes petits enfants. Ils sont trop petits, là, je varie entre 6 et 4 ans. J'ai peur pour mes enfants. Et qu'est-ce que vous voulez ce soir? Je ne sais pas. Un accompagnement, qu'est-ce qu'elle dit la famille?
famille, ils ont dit qu'ils allaient Votre m'aider maman? depuis 2000. Maman est décédée depuis 2017. Papa n'a pas les moyens, il est déjà âgé, j'ai vu que lui aussi souffre de la maladie de la prostate. Je suis abandonnée à mon propre sort. J'ai essayé de contacter tous les membres de ma famille depuis 2020. On va faire une réunion familiale, on va réunir l'argent pour que tu puisses faire ne serait-ce que des examens, pour que tu commences des soins. Mais en vain. Jusqu'à cette date. Et je sens mon corps s'affaiblir. Comment ça? Je suis tout le temps malade ces derniers temps-ci. Oh, Comment ça, malade? Vous avez j'ai quoi? souvent des fièvres, j'ai mal au bras, j'ai mal dans le sein droit. Oh, tous ces symptômes, je n'avais pas ça au départ. Quand on m'avait diagnostiqué la maladie, je n'avais pas ces symptômes. Alors, docteur, Ouais. on sort de Octobre Rose. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Elle a parlé de... Le carcinome. Ouais. Bon, disons qu'on ne va pas forcément donner une définition très profonde, sinon elle se sentirait beaucoup plus effrayée encore. Non, mais elle est préparée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une masse qui se forme, mais qui ne pourrait pas se voir à l'échographie. Il y a déjà eu un petit ralentissement au niveau de l'échographie. C'est pour ça que c'est la mammographie qui est indiquée. C'est pour ça qu'on découvre ça quand elle fait une mammographie. Parce que c'est une forme de radio, mais qui a une visibilité très profonde. Donc c'est une masse qui peut être cancérigène, qui peut être bénigne ou maligne. Donc ça peut être une masse cancéreuse qui plus tard va entraîner forcément des métastases. Ça c'est inévitable. Donc l'une des choses qu'on ferait, c'est reprendre la mammographie. Et généralement la mammographie ne se fait pas sur un seul sein, toujours les deux. Je ne sais pas si c'est ce qui a été fait chez elle. Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué quand vous avez fait la mammographie? Quand j'ai fait la mammographie, les résultats étaient là. On m'a juste dit, quand je suis allée remettre le bulletin au gynécologue, il m'avait recommandé cette mammographie. C'est là où elle me dit, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a dit. C'est un carcinome, c'est juste que... Mais c'était juste le sein gauche. Si on doit arriver à un stade cancérigène, il faudra que son sein gauche commence à durcir. Et s'il durcit comme le caillou, à ce moment-là, je ne sais pas si on a consulté, est-ce que c'est dur? C'est dur. Oui, Voilà, c'est dur. Et ça durcit. Ça durcit progressivement. Donc, soit il faudra normalement, c'est une chirurgie. Oui. Au départ, on peut commencer peut-être par une chimiothérapie et voir progressivement est-ce qu'elle adhère à la chimiothérapie. Dans le cas contraire, on peut passer par le traitement radical qui est celui de l'amputation mammaire. Donc on peut carrément enlever tout un sein Qui ne garantit pas. Bon, c'est vrai que ça ne garantit pas, mais au moins elle est préservée. Si jamais les métastases dont elle a peur, elle a raison. Parce que s'il y a les métastases et qu'on coupe, ça ne changera rien. Parce qu'en fait, ça a déjà traversé et touché les autres organes cibles. Donc, par conséquent, elle devrait avoir peur. Mais maintenant, les symptômes dont elle est en train de parler, c'est beaucoup plus psychologique. Ah, dans l'autre sein n'est pas... Non, pas forcément, jusqu'à ce qu'on fasse une mammographie pour se rassurer si oui ou non il y a déjà déviation. Maintenant, il y a ce volet psychologique qui est beaucoup plus endommagé par le fait qu'elle écoute les gens. Elle ne s'écoute pas elle-même. Qu'est-ce qu'elle peut faire elle-même? Ou à quel niveau est-elle? Ça veut dire que si on a demandé 250 000, est-elle capable d'avoir... Ah bon, qu'est-elle capable d'avoir? Mais tantôt, on va lui dire à droite, non, il ne faut pas couper, il ne faut pas enlever. Elle est allée beaucoup chez les tradipraticiens. Justement, et si elle fait les inventaires, chiffrés en termes d'argent, ça dépasse les 250 000. Je n'étais pas là, mais je suis convaincu. Et c'est généralement les erreurs qui arrivent le plus souvent. Donc, c'est déjà arrivé. C'est pas fini. Oui, voilà, elle entame et puis on lui dit non, on va voir tel et autre. Ça, c'est pas ce qu'elle décide de faire, mais c'est ce que les autres l'envoient faire. Et psychologiquement, elle a déjà l'impression que le bras est en train de s'en aller. La paralysie n'en fait pas réellement partie. Donc il ne faudrait pas qu'elle pense que c'est parce que mon sein gauche est atteint et que mon bras gauche est en train d'être atteint
que forcément il y a un rapport entre les deux. Parce que le psychisme a un impact très important. Mais qu'est-ce qui se passe qu'elle est mal, elle est très mal au sein et que... Non, elle a un carcinome, elle a une masse étrangère dans le sein. C'est normal qu'elle ait mal. Mais maintenant, il y a la prorogation de la maladie. Par exemple, elle dit, je ne me sens pas bien. Vous voyez, elle a du mal à vous donner les véritables symptômes. Parce que dans la tête, elle, quand elle regarde ses enfants, elle pense, ah, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, elle souffre de ça. Pas parce que c'est la maladie qui est en train d'avancer, non. Je veux qu'on se comprenne bien. Vous savez, la notion de maladie, la psychologie fait en sorte que votre maladie se décuple. Donc vous augmentez les risques, enfin je veux dire quoi, les symptômes de votre maladie, alors qu'en réalité la maladie est stagnante. Parce que généralement ce n'est pas une maladie qui évolue très rapidement. Ok, la masse va s'endurcir, mais va très lentement jusqu'à ce que vous décidiez de rester pendant des années sans rien faire. Mais si vous vous engagez, comme là, je crois qu'elle est venue ici parce qu'elle a besoin d'aide, peut-être les âmes généreuses qui nous regardent pourraient peut-être avoir une pensée pour elle. Ne serait-ce que la mammographie. Voilà, faire certains examens basiques. Bon, déjà qu'elle les a fait, mais elle doit refaire une échographie, une mammographie. Elle a perdu tous ses examens en fait. Elle a perdu tout le dossier médical en fait. Ah d'accord, donc ça signifie qu'on doit recommencer le processus. Voilà, bon, c'est pas grave. Moi je me dis, on réussit toujours à avoir une solution. Elle a réussi à arriver jusqu'à vous. Et vous allez sûrement activer les leviers nécessaires pour qu'on puisse l'aider. Et voilà, je ne pense pas que même mes collègues qui sont radiologues, si vous rencontrez un de mes collègues qui est radiologue, ce n'est pas fait une mammographie qui va le rendre pauvre. Oui, bien sûr. Donc ça, Bien sûr, s'il vous plaît, les collègues du docteur, pourquoi pas. Oui, on peut voir. Et puis voilà, c'est à vous d'y aller. Peut-être avec mon concours, il n'y a pas de problème. Je peux vous orienter. Bien sûr. Le faire, c'est une charité. Et si au moins on peut savoir de quoi il en ressort exactement pour maintenant continuer avec soit une chirurgie, soit une chimiothérapie. Encourager aussi certaines personnes que nous avons contactées avant l'émission qui ont promis de mettre en contact par exemple avec la communauté Aoussa de Douala. Par exemple, il y a monsieur Alioum Chérif qui est dessus aussi. Il y a le professeur Ouba qui est dessus aussi pour qu'elle puisse, pourquoi pas, arriver à la chefferie Aoussa du côté de Newton, m'a-t-il dit. Et vous avez laissé les enfants avec qui? Parce que vous étiez très inquiète. Comment ça se passe au quotidien avec les enfants? Est-ce qu'ils vont à l'école? Les enfants vont à l'école dans votre micro? Oui, les enfants, ils vont à l'école. Je les ai laissés. J'ai appelé vers 17h, j'ai causé avec eux. Ils sont chez leur grand-mère, du côté paternel. Et là, vous devez retourner demain. Vous devez retourner sur Ovala demain. Maintenant que votre maman n'est pas là, qui de la famille vous accompagne? C'est-à-dire, quand vous avez des difficultés, qui vous tient la main? Je suis seule. Comme je vous ai dit, je suis seule. Je suis seule. Quand ça ne va pas, je vais vers ma tante. Et je pleure, elle me console, c'est tout. Je suis là actuellement avec ma tante. C'est elle qui me console et tout, vu qu'elle n'a pas aussi les moyens pour m'aider. C'est un peu ça. Et puis il y a l'imam, est-ce que vous savez le nom de l'imam du côté de Obala? Vous savez son nom? Non, vous ne savez pas son nom? Oui, vous tenez bien votre micro, hein? Oui, je ne connais pas le nom de l'imam. Vous tenez bien le micro pour qu'on vous entende, parce que sinon on ne vous entend pas. Je ne connais pas le nom de l'imam. Parce que, on l'aurait appelé nommément, sait-on jamais. On l'aurait interpellé nommément pour qu'il puisse vous accompagner, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup, parce que la communauté musulmane est très, très... répandue. Oui, et très sociable. Je veux dire que... elle est très solidaire, et je suis sûre que beaucoup qui regardent, pourquoi pas, vont nous contacter pour rentrer en contact avec Amidou. Alors, et puis, avec la sœur de Morel,
C'est la même chose. Il y a Josette, vous nous disiez, c'est Josette qui attire mon attention et elle me dit, écoute Aline, des fois, pour Morel, on est obligé de cotiser. On cotise à l'hôpital. Quand elle n'a pas moyen pour payer sa dialyse, elle vient, on cotise. On donne ceux qui donnent les 500, les 1000 francs, les 300. Non, c'est pas facile pour Morel aussi? Non, c'est pas facile. Ah bon? C'est pas facile. Parce qu'il y a des moments difficiles pour Morel. Même dernièrement, elle est venue, même pour manger, il n'y avait pas. C'est moi qui ai sorti l'argent, lui payer le pain. Comme elle aime le pain chocolat. Oui, elle aime le pain chocolat. Peut-être on va lui offrir un seau de chocolat. Elle aime tout le pain chocolat. Oui, oui. Alors, et vous nous avez dit, Mélissa, que souvent elle doit sauter. Elle saute, il y a des fois, ces séances de dialyse. Elle ne fait pas tout le temps. Elle ne fait pas tout le temps. Quand il n'y a pas assez de moyens, elle saute les dialyses. Elle est obligée de sauter les dialyses. Et vous dépensez en moyenne, la famille, combien par mois, en moyenne? En moyenne, on dépense 250 000. Mais c'est qui? C'est vous? Comment? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je me bats, tout ce que je trouve, je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parfois je fais ménagère, nounou. Si je trouve hôtesse quelque part, je m'en vais, je fais. Vous avez un BTS en comptabilité? Oui, BTS en comptabilité gestion. Oui. Alors vous me dites aussi qu'il y en a qui ont dû arrêter l'école dans votre... Oui, ce n'est que la grande sœur et moi qui avons pu fréquenter, le reste ont arrêté l'école, puisque nous sommes six enfants. Le reste, pas manque de moyens, puisque le papa s'est battu du mieux qu'il a pu. Il a dû vendre presque tout ce qu'il avait. Ça n'a pas marché. On a décidé de se mobiliser ensemble pour pouvoir payer ses dialyses, tout ce qui va avec. Oui. Morel, et est-ce que vous êtes consciente, prenez le micro, est-ce que vous êtes consciente de tous les efforts qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez de tout? Non. Non, je ne mange pratiquement pas. Un peu capricieuse quand même? Oui, aussi. Avec la maladie, le fait qu'on m'interdit la plupart de ce que je devrais manger et le reste, ce qui m'est forcément conseillé, je ne trouve pas trop envie. J'ai comme... Est-ce que vous êtes capricieuse par rapport à votre famille? Je veux leur dire que non, moi je veux manger un hamburger alors que ça va un peu les embêter. Vous mangez pas ce qu'il y a dans le plat. Oui, ça arrive souvent. Pourquoi vous faites ça? C'est juste que, je sais pas, quand j'ai l'impression de ne manger pas certaines choses, je pense que ça doit être psychologique parce que j'ai développé cela moi-même avec les condiments. Je ne mange pas. Est-ce que vous ne pensez pas que vous les embêtez un peu des fois à Morel? Oui, j'ai essayé maintes fois de combattre cela et dire que bon, je vais manger, mais au bout d'un moment, je rejette, je vomis. Je vomis cela. D'accord. D'accord. Alors, oui, il y a des téléspectateurs, voilà. Donc, d'ici la fin de l'émission, pourquoi pas, puisque vous nous écrivez à travers la messagerie privée de l'émission, nous allons vous donner des contacts par exemple, de Amidou pour les téléspectateurs qui en demandent. Je sais que la communauté musulmane, vous savez, vous êtes d'accord avec moi, qu'elle est très solidaire, puisque c'est connu que chez eux, on organise, je pense, les vendredis, pour faire l'aumône. Il y a de grands dignitaires dans la communauté qui certainement même regardent le programme de ce soir. N'hésitez pas, faites signe à la fin de l'émission et puis nous nous mettrons en contact avec elle. Alors, au niveau de l'alimentation, docteur, comment est-ce que les insuffisants rénaux devraient s'alimenter? Bon, la vérité, c'est que l'alimentation dépend du degré de l'avancement de la maladie. Donc, nous avons des cas de personnes qui n'urinent plus. Oui, qui n'urinent plus. Parce que déjà, ils doivent éviter les aliments qui ont un apport en eau abondant, par exemple la pastèque. Je crois que c'est contre-indiqué. La pastèque, vous ne prenez pas la pastèque? On ne vous a pas interdit la pastèque parce que la pastèque est très riche en eau. En réalité,
en réalité, quand vous refusez, vous dites par exemple, vous ne consommez pas de l'eau qui vient dans la bouteille. Si vous consommez le pastèque, en fait, vous êtes en train de compenser cette eau que vous êtes en train de prendre. C'est pour ça que la pastèque, si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui, la pastèque, vous ne devez pas en consommer. Les aliments, même comme la banane mûre, par exemple, parce que, voilà, vous voyez que les réactions sont les mêmes. Et en fait, il y a une liste d'aliments qu'on les donne en fonction de leurs différents degrés. Parce que je ne pense pas que tous les 3 aient forcément le même niveau, même si vous faites la dialyse ensemble. Ah bon? Oui. Ah bon, donc ne pas faire des urines, ce n'est pas le top niveau, c'est pas... Il y a d'autres complications? Oui, il y a d'autres complications. Il y a d'autres complications qui peuvent... C'est pour ça qu'il a dit, par exemple, au niveau de son bras, vous allez voir, au niveau de son bras, c'est beaucoup plus développé que chez elle, c'est sa morphologie. Et son corps peut accepter certains aliments que chez elle, elle ne pourra peut-être pas à cause du fait qu'elle soit toute petite. La quantité de sang dont lui, il peut avoir besoin n'est pas forcément la même quantité que chez l'autre. Alors, elle a eu justement un problème de croissance, Mélissa, c'est ça? Elle a vraiment un problème de croissance. Sa petite sœur, et puis si on met sa petite sœur, elle est très développée qu'elle. Elle a la taille, elle est très retardée. Oui, c'est pour cette raison qu'elle est beaucoup plus grande. Plus haut et petit en bas. Donc c'est déjà une malformation qui est due à la maladie. Parce qu'en fait, il y a des cellules qui sont détruites et au niveau de la croissance, il y a un retard. Forcément, ce sont des complications qui n'existent pas peut-être chez les autres. Donc, voilà. Et puis, sur le plan sentimental, on en parlait. Josette, est-ce que... pas du tout évident. Pas du tout évident. Non, mais je vais peut-être faire une parenthèse, Aline. Elle a une façon de faire qui est tellement brave que si les autres copient son exemple, ils prendront cela. Parce que lui aussi, il est tellement à l'aise dans ses mouvements. Il parle, elle est libre. C'est une maladie comme tous les autres. Donc j'ai accepté la maladie. Je m'en fous. Voilà. Donc en fait, c'était pour ramener à notre soeur qui a ce problème de vouloir pleurer. Parce qu'en fait, pleurer ne t'aide pas. Mais elle a besoin d'être aidée. Non, je n'ai pas terminé. Il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil, dans ce sens-là. Il faut savoir qu'elle assimile. Il y a la dernière fois ici, il y avait un coach qui disait, quand vous assimilez votre souffrance à vous faites avec l'énergie qu'elle doit dégager est celle dont ses enfants ont besoin pour qu'elle soit vieillissante, pour les voir grandir. Elle ne doit penser qu'à cette positive attitude et non se dire qu'elle est en train de se voir mourir. C'est grave. Donc, on peut compatir, mais pleurer, ça fait du bien. Ça lave les yeux, ça extériorise un tout petit peu. Et après les pleurs, la suite, c'est quoi? On doit pouvoir se relever et se dire, bon, voilà les noms qu'on t'a donnés, comment est-ce que je peux faire pour les approcher? Et comme je rentre demain à Obala, je dois regarder mes enfants avec les yeux qui brillent. Parce que où j'étais, j'ai réussi à trouver une lueur d'espoir. Ça va aller. Après la famille, c'est vrai qu'après la famille va peut-être vous taper sur les doigts. Non, pourquoi? Oui, parce qu'elle est venue à la télé, elle appréhendait un peu. Parce que ça fait un bout déjà que vous n'avez pas reçu le soutien que vous attendiez. Peut-être on va prier la famille avec vous et leur dire que c'est sérieux. C'est beaucoup plus sérieux que ce que vous pensiez. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui vous regardent ce soir? Tenez-lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tenez bien votre micro. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui vous regardent ce soir? Maïrama. Si je suis là, c'est pour dire aux personnes qui me regardent ce soir que je suis là pour solliciter. Tenez bien votre micro, hein. Oui, votre micro, il vous prie de parler fort. Si je suis là, c'est pour leur demander une aide. Je sollicite vraiment une aide parce que je veux suivre un traitement vu que à ce stade-ci, j'ai encore espoir. J'ai encore espoir parce que je ne sais pas si j'ai un traitement qui pourra me permettre. Je ne sais.
Vous allez souvent à la mosquée. Moi, j'ai toujours tendance là-bas parce que je sais que c'est des personnes généreuses en fait. Oui, donc j'ai toujours tendance à parler de la mosquée. Depuis que la maladie a commencé, je ne suis jamais allée. Vous n'êtes plus allé à la mosquée? Non. Vous alliez à la mosquée d'où? Voilà, Je ne alors suis c'était jamais ok. allée à la Un instant. mosquée. Ah, vous n'êtes jamais? Je ne suis jamais allée à la mosquée demander de l'aide. Non, non, je demande si vous alliez souvent à la mosquée. Mais oui, parfois le vendredi, mais Oui. pas régulièrement, pas Oui. tous les vendredis. Oui. Pas tous les vendredis. On ne sait jamais si la mosquée d'où. Vous ne savez pas. La mosquée d'Obala. Oui. La mosquée d'Obala. Vu que c'est là-bas où je réside, je sors d'Obala. On ne sait jamais. Hein. Parce que c'est des fortes communautés. Il y a de hauts dignitaires, bah, je le dis, parce qu'il y en a qui ont souvent beaucoup eu à réagir. Voilà, à réagir, à accompagner les gens. Ils sont beaucoup organisés en communauté et je sais qu'il y en a qui vont prendre à bras le corps votre cas. Alors, un mot encore à dire sur la maladie, quant à l'attitude que vous adoptez au quotidien pour vous mettre debout. Est-ce qu'on lutte contre la maladie ou on vit avec cette maladie finalement? Avant Non, que je vous donne la parole, Jean-Luc. On lutte et on vit avec. On lutte, c'est ça, Jean-Luc. On lutte et on vit avec. On vit avec. Et c'est un combat de tous les C'est un jours. combat de tous les voilà. jours. Tous les jours. Exactement. C'est il une faut- certaine discipline Pour déjà, enlever les soucis. une discipline de vie. Respecter son régime, Oui. c'est pas facile. C'est pas l'air que je présente, mais c'est pas facile. Oui. Pas du tout. Surtout quand on vient de commencer. Il faut surtout être bien entouré. Oui. Mon privilège, dont ma soeur parlait tout à l'heure, Oui. c'est que moi, je suis bien entouré. Oui. C'est pas beaucoup d'argent, mais j'ai la chance de bénéficier de beaucoup d'amour. Oui. Ouais. Quand je fais tic, c'est tout le monde qui est debout. C'est tout le monde qui se soucie qu'est-ce qu'il a mangé. Est-ce que. Et vraiment, ça m'a accompagné. Oui. Bah, je vous ai dit, vous êtes vigoureux. Je veux dire, parle avec beaucoup d'énergie. Oui. Il y a- Ça m'a accompagné. C'est beaucoup d'amour surtout. Oui. Quand on est bien accompagné, vraiment à 70%, on a la chance de survivre. Mais on peut avoir autant d'argent qu'on en a. Si on n'est pas vraiment bien entouré, il n'y a pas cette chance-là. Rien Donc, que les la soucis. maladie est vont t'enlever. exigeante au niveau de la présence des gens qui nous entourent, qui savent s'occuper de nous. Et vraiment, j'en profite ici pour remercier ma famille, mes jeunes frères, parce que je suis l'aîné. Et la solidarité dans laquelle notre papa, nos mamans nous ont fait grandir. Oui. Parce que j'en ai vu. Vous dépensez combien par mois? Ben, environ 500 000 maintenant. Bah, comment C'est on peut pas faux. vivre, comment on peut vivre en dépensant, on est Camerounais moyen, 500 000 Je le fais pas rien que seul. pour la maladie? Oui, non, je veux dire que c'est quand même assez... Je m'adresse au médecin qui est là. C'est quand même assez incroyable parce que 500 000, c'est que pour la maladie. Après, il doit manger. Après, il doit s'occuper de sa famille à lui. Après, il faut... C'est quand même assez incroyable, docteur. Il y a les médicaments déjà. Oui, mais. Oui, bien il sûr, a on dit dit, pas, on il remet est- pas en cause, Il est hein. accompagné. Oui. C'est l'union de sa famille qui fait sa Non, force. je veux dire que c'est quand même incroyable quand on sait qu'il Oui, y en oui, a c'est- qui... Oui, c'est énorme. peuvent pas. C'est énorme. C'est clair que, compte tenu du SMIC, compte tenu de la vie chère, c'est énorme. Incroyable, Et je crois que si docteur. lui dépense 500 000, il y en a qui dépensent bien plus que lui. Incroyable. Parce que ce n'est pas seulement l'insuffisance rénale. La plupart ont des complications. Oui. Moi, j'ai eu des complications, le taux a augmenté. Mais d'autres viennent déjà avec des complications qui leur ont mené à l'insuffisance rénale. D'accord. Oui. Alors, bon, Josette, on en parlait tantôt et on parlait du calcium, qui est important. Il y a le calcium, le calcidia, le rénagel, qui est bon pour nous, c'est ça. Et c'est les médicaments qui coûtent cher. On peut appeler justement, il y a la diaspora souvent, qui, en revenant, c'est bientôt la période de Noël. Hein. Quand vous revenez au pays, pourquoi pas aller du côté de l'hôpital général
faites des dons de calcium. Je pense que ça pourrait aider, docteur. Bien sûr. Des dons en médicaments. Le calcium, je sais qu'il y a beaucoup de benguistes là qui reviennent souvent au pays avec du calcium pour les parents. N'hésitez pas, venez du côté de l'hôpital général, faites des dons en termes de calcium pour les insuffisants rénaux. Venez même dans le cadre de ce programme, on va les ramener sur le plateau et puis vous pourrez offrir ne serait-ce que du calcium, c'est pas rien. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors Josette, vous... Surtout qu'on en prend normalement, s'il n'y a pas d'autres exigences, c'est une boîte pour 9 jours. Une boîte pour 9 jours. Oui, à raison de 2 sachets par jour. Une boîte n'en a qu'environ 20. Et c'est 7 000 francs. C'est maintenant à 8 000. Voilà. Josette, elle maîtrise sa maladie. Josette. Et vous ne pouvez pas vraiment vous en séparer. Oui. C'est vrai qu'après certains suivis, le médecin peut vous demander de réduire, d'arrêter, mais c'est ce calcium-là qui nous aide vraiment à nous lever. S'il vous plaît, des dons en calcium, on en a besoin. Des dons en calcium, c'est un calcium spécifique. Oui, pour les ramenez de toutes les façons, quand il revient des vacances, là, il y a la Noël qui arrive, ramenez du calcium, les personnes que ça va pouvoir aider, ça va pouvoir aider. Spécifique pour les insuffisants rénaux. Oui. Parce que ce n'est pas n'importe quel calcium. D'accord. Voilà. Alors, Josette, vous me dites que vous avez dû déménager carrément pour vivre à côté de l'hôpital. Oui, parce que je n'avais pas de moyens. J'ai préféré comme ça parce que je ne pouvais pas aller loin. Vu... La conjoncture, oui, vraiment. Et vous dépensez combien par mois environ, vous? Au moins 150 000. Et puis puisque je paye les injections, 13 000 toutes les semaines, plus la dialyse, tu vois, plus les médicaments, les examens, 150 000. Vous m'avez dit que vous êtes légère, Josette. Je suis le docteur de moi-même. Et qu'un petit vent peut vous soulever. Elle est très relaxe. Hein? Un petit vent peut vous soulever, Josette. Sans problème. C'est vrai. Ah, vous avez de l'énergie encore. Toi là, tu déranges. Vous avez combien de petits-fils? Je n'ai pas encore. Ça va arriver. Il faudrait que vous portiez bien les petits-fils là avec l'énergie que vous avez. Amen. Avec l'énergie que vous avez. On va dire bravo à votre fils. Hein? Amen. À votre fils. Je remercie beaucoup mon fils là. Vous allez lui passer le message, votre caméra en face. Parlez-lui. Non, votre caméra en face. Abdoulaye, en face de vous. Mon fils, vraiment, je te tiens en cœur. Tu es le seul, mais tu fais ce qui dépasse 10 personnes. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci comme tu te soucies beaucoup de ta maman. Ouais, c'est Dieu qui t'a donné. Je ne sais pas comment parler. Merci beaucoup, mon fils Abdoulaye. Merci beaucoup. Alors, Morel, un mot peut-être pour votre famille. Hein? Votre micro est en face. Il y a le mot pour votre famille qui... ça fait des années, vos sœurs ont dû arrêter l'école. Vous m'avez dit à la radio que il y a vos sœurs, certaines ont même du mal à être en couple parce que dès que le compagnon arrive et qu'il se rend compte qu'il y a une malade dans la famille, il fuit parce qu'il ne veut pas assumer. Un message, un mot aux membres de votre famille. Regardez la caméra. Bon, je ne peux que dire merci parce que chacun d'eux, que ça soit non, même... dites-leur, parlez-leur, regardez la caméra. Parlez à votre famille. Je leur dis merci à chacun. Non, pas je leur dis. Les voilà, parlez-leur. Oui. Oui, à tous mes frères et sœurs. Miranda, Annika, Tera, Eriko, Bibiche. J'ai oublié qui, Dada. À tous qui me soutiennent moralement, qui sont toujours là et savent que je suis malade, me gardent soigneusement, m'accompagnent avec tout l'amour pour faire en sorte que même dans la maladie, je sente que j'ai ma famille qui est là, qui me soutient. C'est ça qui me permet encore plus de m'accrocher face à la maladie. Donc, merci. Et vous avez rien dit pour Mélissa qui est avec vous au quotidien? Oui, elle sait tout. Oui, c'est vrai qu'elle a permuté pour venir vivre avec moi.
Il y a Donc, de du coup, cela. tu ne dois pas lui dire merci. Non, je veux lui dire merci. Elle supporte beaucoup plus mes caprices. Merci. Donc, merci. tu sais que tu es capricieuse. Oui, je le sais. Que tu choisis ce que tu vas manger. Oui, je sais que ça arrive souvent. D'accord. Merci, Alors, Bibiche. Armand, vous, votre merveilleuse amie, vous, Jean-Luc, Donald, je pense que la caméra, vous regardez la caméra du côté de Donald. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est aussi une belle expérience pour ma vie. C'est vrai que le problème est beaucoup plus psychologique chez moi parce que il y a des fois... Avec... Non, dites-le à votre famille, là. On Oui, a je suis terminé avec eux. l'émission. On a terminé déjà. Ah oui. Leur merci. Merci beaucoup. À qui? Merci de m'accompagner depuis toujours. À qui? Merci. Merci à ma jumelle, Élise, qui est actuellement au travail. Merci à Séverin, à Martin, à ma mère surtout, qui est toujours là, à supporter mes... Vous savez, nous sommes susceptibles. Caprice aussi. Non, susceptibles. Ah, caprice. Très susceptibles. On s'énerve à tout moment. Oh oui. Oui, et elle est là. Oui. Elle supporte vraiment. Merci aussi à mes tout petits, Annabelle et Brian, qui j'ai toujours prié de pouvoir les accompagner jusqu'à demain. Mais je suis heureux qu'ils commencent à prendre conscience aussi de ma maladie. Oui. Et savent Ça, vos enfants? Oui, ils savent déjà s'occuper de moi aussi. Oui, dites-leur. Donc, merci à eux. Je remercie autour la Providence qui m'a fait ce que je suis. D'accord. L'expérience. La maladie est aussi une expérience. Hein. D'accord. Elle nous fait grandir aussi. Oui. Alors, Maïrama, les potentiels donateurs, votre communauté du village, votre communauté à l'église, enfin pas à l'église, à la mosquée, votre, pourquoi pas la famille, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous regardez le micro, la caméra et puis vous leur parlez. Déjà, je dis merci à ma Vous famille. vous tenez votre micro pour qu'on vous entende. Hein. Déjà, je dis merci à ma famille, mes cousines surtout qui me soutiennent, mes grandes sœurs. Même comme ils n'ont pas assez de moyens pour me venir en aide, je leur dis merci et je remercie la communauté musulmane. Et je viens vers eux pour solliciter une aide si vraiment ils peuvent m'aider. Ils ont suivi mon histoire. Si vraiment cette histoire les touche, donc, même si quelqu'un participe avec tout juste un petit centime, je les serai reconnaissant. Je dis merci et je leur dis merci d'avance. Je dis merci d'avoir écouté mon histoire. Je remercie ma famille, c'est tout ce que je peux leur dire pour ce soir. Et vous allez rentrer? Et je rentre demain. Je rentre demain sur Obala pour rencontrer ma petite famille. Vous allez retourner parce que vous travaillez encore au jour d'aujourd'hui? Non, je ne travaille pas. Je ne travaille pas pour le moment. La fatigue? La fatigue et les petites maladies qui m'agacent, ça ne me permet pas de travailler. D'accord. Oui. Alors, docteur, on finit avec vous. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui demandent comment est-ce qu'on peut prévenir l'insuffisance rénale parce que ça fait peur. On ne sait pas. Si vous n'avez pas les moyens, c'est beaucoup. Même si c'est 100 000, même si c'est 50 000 par mois, c'est beaucoup. Bon, disons simplement qu'on a parlé de ce qui peut entraîner, nous pousser à arriver jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc il faut déjà éviter les maladies comme le diabète et l'hypertension. Donc c'est la première clé. Et en prenant soin de soi-même, dans le système alimentaire, dans tout ce que nous faisons, nous évitons de mettre en danger les différents organes cibles que sont le foie et les reins. Et bon, notamment le cœur. Maintenant, si on prend bien soin de tous ces organes, les cibles du corps, je crois qu'on peut arriver à la situation selon laquelle on n'aura pas affaire à cette maladie. Parce qu'en fait, elle coûte non seulement cher, mais cher aussi pour tous ceux qui nous entourent. Parce que des personnes sont sur le qui-vive à tout le moment. Vous pouvez lâcher, vous pouvez avoir une crise et il n'y a pas moyen de rattraper le coup rapidement. Oui. Vous écoutez le générique de l'autre côté. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez les contacts de Morel, parce que la petite Morel, vous avez écouté, Josette l'a dit, des fois elle a besoin
d'être supportée, enfin d'être accompagnée par les autres malades pour pouvoir faire cette dialyse. Vous avez écouté Marama, elle a besoin absolument, il faut faire ça fait quand même depuis 2020 qu'elle traîne cette boule dans le sein. Bah, n'hésitez pas à rentrer dans la messagerie privée de l'émission et nous vous mettrons en contact avec elle. Bah, c'est terminé pour ce soir. Retrouvons-nous lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.